dernière partie de cette émission spéciale avec Tim Stroban qui nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes victimologue et psychotraumatologue. Et je pense que c'était important aussi de parler des répercussions psychologiques qui peuvent être assez graves, même ici, s'il n'y a pas évidemment la dimension monstrueuse du Bataclan, mais quand même, hier c'était quand même assez anxiogène. Le Premier ministre qui disait aux Bruxellois et Bruxelloises de rester chez eux, de ne pas sortir, les enfants, peut-être pas d'école demain, etc. Et puis des enfants qui écoutent tout ça, qui écoute qu'un type a tué avec son arme des gens. Dans le mot terrorisme, il y a évidemment terreur. Finalement, terroriser la population, c'est mener une guerre psychologique. Tout à fait. Déjà, je voudrais peut-être déjà commencer par le niveau d'analyse. On peut essayer d'évaluer cela par le haut ou par le bas. Et moi, j'ai tendance à faire ça par le bas, par l'individu en lui-même. Oui. Et puis, au niveau systémique, organisationnel et puis institutionnel. Et donc, le citoyen lambda que je représente aussi, il fait face évidemment à des discours qui sont relativement contradictoires et qui peuvent tout à fait être anxiogènes, voire contribuer à une résurgence d'une angoisse précédente, liée aux attentats précédents, bien que le contexte soit différent et que les cibles soient différentes. Les attentats de mars 2016, c'est les Belges qui ont été attaqués. Bien sûr. La population belge. C'était plus organisé. Mais ça peut rappeler, ça peut réveiller des choses qui ont été enfouies, oubliées et peut-être pas assez dites. L'idée, c'est que l'événement potentiellement traumatisant en lui-même ne fait pas nécessairement trauma au moment où il se produit. Alors, ma question très pratique, très concrète, qu'est-ce que vous conseillez à celles et ceux qui ont été choqués hier ou au contraire qui ont revécu des choses traumatisantes par rapport au passé? Vous pouvez leur dire quoi ce soir? J'ai envie de leur passer le message que déjà, il ne faut pas avoir honte de ce que l'on ressent dans ce genre de situation, même si cela peut être décalé ou un peu désabusé par rapport à ce que les médias peuvent en dire ou à ce que les proches peuvent en dire, et qu'ils puissent eux-mêmes se donner les moyens d'aller en parler, en discuter avec des proches de confiance, ou voir avec un psychothérapeute, un éduc. En parler. En parler. Je propose justement qu'on écoute un témoignage. C'était hier lors de l'édition spéciale, au moment, quelques minutes d'ailleurs après les faits. Et c'est Souleymane. Souleymane, il est au micro d'Alexandre Gérard et il était là, juste en face. Donc j'étais en trottinette électrique en dot et comme je vous ai expliqué, du coup cette trottinette est juste garée derrière la fourgonnette de police qui est juste là-bas. Quand je suis arrivé au moment de l'éteindre pour rentrer chez moi, c'est là que j'ai entendu le premier coup de feu, mais j'ai pris ça en fait à la légère. J'ai vu du coup une madame et un monsieur qui a couru justement par là. Mais après, j'ai vu le deuxième coup de feu qui s'est passé justement à l'intérieur quand le monsieur il est passé par là et qu'il est rentré. Et que j'ai vu le monsieur qui s'est écroulé justement par terre devant moi par la vitre. Je suis resté en fait juste figé, j'ai pas bougé. J'étais choqué de ce qui s'est passé et jusqu'à maintenant encore, je suis encore choqué. Et c'est un monsieur du coup qui est venu, qui m'a poussé, qui m'a dit de dégager, de courir si je voulais encore rester en vie. Et voilà. Et puis de là, il y a les policiers qui sont arrivés en fait de nulle part. Je les ai juste vus arriver et voilà. Pour moi, même, je suis resté quand même figé. Pour moi, c'est comme si pour moi le temps s'est arrêté au moment où c'est arrivé. Mais au moment où on va dire j'ai repris sur moi-même, j'ai vu ces policiers arriver. Et je trouve quand même que oui, ça a été quand même rapide. On voit qu'il est mal, qu'il est perturbé. Il dit le temps s'est arrêté. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle une dissociation péritraumatique. Donc, c'est ce qui se produit, un mécanisme de défense de l'appareil psychique pour prendre des distances par rapport à l'événement en lui-même. Il dit qu'il est resté figé. Et donc ça peut tout à fait rappeler un état de sidération dans lequel, finalement, on se dépossède de nos moyens pour que l'appareil psychique ait à se défendre. Et il part de la mort. Et donc, pour qu'il y ait effectivement trauma, il faudrait que non seulement que cette dissociation péritraumatique devienne suffisamment pérenne dans le temps et devienne des mécanismes de défense qu'il réutilise souvent pour se protéger de ses souvenirs ou de cet événement en lui-même, qui a quand même suscité, je ne l'espère pas pour lui évidemment, une forme d'effroi, parce que pour qu'il y ait trauma, il faut qu'il y ait une confrontation au réel de la mort. C'est une condition sine qua non. Au niveau individuel, il faut qu'il y ait confrontation à la mort. Alors, ce n'est pas l'impression de mourir de manière symbolique,
c'est la mort. Un autre témoignage. Oui, nous avons d'autres témoignages aussi. C'était juste quelques instants. Non, c'est Clément Glesner qui a fait un micro-trottoir aux alentours justement de l'endroit où on a arrêté et abattu le terroriste. On écoute. Un soulagement, hein. Je pense pour ma part, parce que avec tout ce qui s'est passé hier soir, la personne est rentrée chez lui tranquillement. Et la police l'a cherché, ne l'a pas trouvé. Moi, j'avais peur en tout cas pour ceux qui habitent dans le quartier, pour mes amis, on ne sait jamais ce qu'ils pouvaient faire, quoi. J'étais pas bien dans la rue, j'avais peur. J'imaginais à chaque fois que peut-être que le type il va sortir, il va tirer sur moi, sur les gens. Et dans le bus, j'étais pas tranquille non plus. Et quand je suis arrivée ici, quand j'ai terminé ma consultation chez mon médecin, je suis passée par là, j'ai vu ça, j'ai vu beaucoup de la presse, la police et tout ça. J'étais pas bien. Comment peut-on penser, PANSER, des images d'attentats, soit vécues, soit parfois même vues à la télévision en boucle? Qu'est-ce qu'on peut faire là dans les jours qui viennent? C'est une très bonne question et la réponse ne pourra être que personnalisée en fonction des personnes, de leur vécu, de leur discours et de la manière dont ils l'ont pris et appris. Que ce soit le témoignage de la personne qui l'a vu, qui a été témoin direct, et de ceux qui ont été indirects. Alors, on ne peut pas nécessairement être traumatisé par des vidéos vues a posteriori. Ceci étant dit, ceux qui sont par exemple dans les vidéosurveillances des métros ou des tunnels qui sont témoins indirects mais témoins tout de même de l'événement en lui-même, cela peut générer trauma. Et de l'anxiété un peu générale qui peut se dégager justement d'événements comme on a connu hier ou d'autres, ou du drame au Proche-Orient. Enfin, cette anxiété-là, qu'est-ce qu'on peut en faire? En parler, est-ce que cela suffit? Alors, l'anxiété est un mécanisme de défense, paradoxalement. Et on ne se défend pas contre un mécanisme de défense. Il est déjà là pour nous défendre. Et donc, l'anxiété envoie un message. Il envoie un message qu'il y a danger. Et donc, pour réduire l'anxiété, pour réduire ce que le corps va générer comme activité... Parce que psychosomatiquement, tout à fait. Ça peut justement... Le corps s'emballe, les palpitations, les sueurs. Le corps nécessite finalement un mouvement. Combattre, fuir, paralyser, c'est suffisamment notable. Et donc, il faut pouvoir non seulement fournir au corps une activité physique quelconque, qu'il puisse avoir une forme d'application concrète de ce qu'il mobilise au niveau du corps, et l'effet cathartique de pouvoir en parler, de faire exister cela, faire exister le danger et de pouvoir s'attacher à des choses symboliques qui permettent de restaurer un peu de sécurité. Et alors bon, la question aussi qui concerne tous les parents, puisque les enfants aujourd'hui, ils regardent, ils ont leur iPhone, ils regardent la télé, ils écoutent, etc. Ils parlent entre eux. Ils ont sans doute des parents un peu anxieux et inquiets, parce que c'est vrai que la situation générale n'est quand même pas hyper réjouissante. Mais comment les parents peuvent-ils parler aux enfants, aux jeunes enfants, le moins mal possible? Oui, c'est une question qui revient très souvent dans ma pratique, parce que je m'occupe au quotidien de violences physiques et de violences morales, donc forcément aussi liées à des divorces ou à des procédures judiciaires ou ce genre de choses. Ici, on parle évidemment... Oui, et là, mais le principe est le même, parce qu'il s'agit de l'enfant. Et l'enfant a un pouvoir, enfin, en fonction de son âge évidemment, a un imaginaire qui peut être bien plus... débordant et bien plus créateur qu'à l'adulte. Et il est quelque part, à mon sens, et là peut-être que je n'engage que moi et mes confrères ou mes consoeurs me contrediront, mais qu'il est important de ne pas mentir, de ne pas galvauder la réalité, de dire la vérité avec des mots que l'enfant peut évidemment comprendre et entendre. Ne pas édulcorer le réel, c'est ça? Tout à fait. De leur permettre de s'inscrire dans une réalité partagée et commune qui a du sens. Pas avec des mots violents. Non, bien sûr que non, avec des mots qu'ils peuvent entendre. Pas facile de trouver le juste... Tout à fait. C'est une gymnastique qui est propre et qui, quelque part, laissée aux familles. Et c'est ça aussi où il n'y a pas imaginons des parents qui essaient d'expliquer, mais qui sont tellement émus parce qu'ils ont vu soit des images en Israël ou à Gaza ou à Bruxelles qu'eux-mêmes craquent. Disons que dans ma pratique, je pars du principe que l'enfant est en construction. On ne naît pas
d'une telle manière ou d'une telle manière, c'est le climat environnemental de l'univers familial qui va quelque part créer la structure de personnalité de l'enfant. Et donc il est évident que des réactions de panique de la part des parents peuvent avoir des impacts sur le bien-être de l'enfant. Une violence faite à l'un des deux parents est une violence faite à l'enfant. Parce que ces figures d'attachement, ces figures des références, s'ils ne sont pas en mesure de pouvoir amener de la sécurité et de la protection, l'enfant va devoir développer des symptômes pour pouvoir pallier à cela. Ouais. Et donc c'est comme ça que par moment on peut générer des phobies, par exemple, des phobies sociales, par exemple. À ce point-là. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Allez, j'ai envie de vous poser une question personnelle à tous les deux, après avoir entendu ça. Est-ce que vous, dans votre carrière, vous avez parfois eu des moments de sidération, des traumas, parce que, voilà, vous êtes sans doute, comme tout le monde, un peu fragile parfois? Je n'oublie pas qu'en 2016, j'étais conseiller de Charles Michel. J'ai vécu quelque chose que je ne pensais jamais devoir, c'était les attentats. Et encore aujourd'hui, il y a une pensée, c'est les victimes et les familles des victimes. Je pense que nous n'avions pas pris la conscience qu'il y avait des femmes et des hommes qui allaient être trop abandonnés. Les mots ne sont jamais adéquats et suffisants. Et encore aujourd'hui, mes pensées vont à elles, pensant que pendant tout ce temps, nous pensions qu'elles étaient prises en charge. Oui, donc, le propos est ici que des années après, mes pensées vont à toutes celles, et nous avons ici la chance, puisque nous pouvons parler librement, mais il y a des femmes et des hommes qui sont atteintes au plus profond de leur chair, et qui ne surmonteront, me semble-t-il, jamais ce traumatisme. André Jacob. Disons qu'au niveau sûreté de l'État, on est rarement confronté à de grosses catastrophes, mais il est vrai que je n'ai jamais oublié le premier mort, entre guillemets, que j'ai vu assassiné d'une balle dans la nuque. C'était lorsque j'étais encore à l'ancêtre de l'OCAM, c'est-à-dire au groupe Interforce antiterroriste, et je suis arrivé sur les lieux pour le groupe Interforce, et se trouvait dans le couloir Gérald Bull avec une balle dans la nuque. Assassiné avec l'argent qui n'avait pas été volé. Je verrai toujours cette image. Bon, ça ne m'a pas sidéré, choqué, mais j'ai quand même été interloqué. Toutes ces années après, elle ne vous quitte pas? Non, je pense que je la verrai le restant de ma vie. On va faire un tour du côté du 16 rue de la Loi. On retrouve Clément Glesner. Clément Glesner, redites-nous un petit peu les décisions, en tout cas la décision phare du Conseil national de sécurité aujourd'hui. Conférence de presse qui s'est tenue vers 17h du Conseil national de sécurité, eh bien, il y a une chose à retenir, c'est le passage d'alerte du niveau 4 au niveau 3 pour la région de Bruxelles-Capitale et le maintien du niveau 3 pour l'ensemble de la Belgique. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi, eh bien, cette diminution, déjà, ce rabais au niveau du niveau d'alerte, eh bien, même pas une nuit après l'acte terroriste, pardon, eh bien, tout simplement parce que, selon le Conseil national de sécurité, eh bien, l'assaillant ayant été neutralisé, eh bien, le caractère imminent de la provenance d'un acte terroriste a disparu. Et puis, selon les éléments en la disposition de l'OCAM, eh bien, il s'agit davantage ici de l'action d'un loup solitaire et non pas d'un réseau terroriste. Il n'en reste pas moins que le Premier ministre, Monsieur De Croo, a expliqué que le niveau 3 restait un niveau particulièrement élevé qui demandait vigilance et une présence policière renforcée dans les rues un peu partout en Belgique. Clément, on doit s'attendre à quoi demain ? Eh bien, ça commencera en milieu de matinée par une commémoration, par un rassemblement à la place Saint-Clet, là où le tueur a fait 2 victimes suédoises. Et ce sera un moment certainement très fort en émotion, puisque le Premier ministre suédois sera sur place. Mais après l'émotion, eh bien, rapidement, ce sont les questions politiques qui s'inviteront à l'agenda du ministre de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, et de la secrétaire
commissaire d'État à l'asile et à la migration, Nicole Demore, puisqu'ils devront répondre à de nombreuses questions pour que l'on puisse comprendre exactement ce qu'il s'est passé dans la nuit d'hier. Et puis, une question reviendra également rapidement sur le tapis. C'est l'exécution des ordres de quitter le territoire pour toutes les personnes irrégulières ici en Belgique. Merci beaucoup Clément pour toutes ces précisions. Voilà, il nous reste 4 minutes. Oui, alors, vous l'entendez, hein, faire quitter le territoire pour toute une série de gens, ça revient, c'est une sorte de refrain. Vous l'avez dit vous-même, on en parle depuis 40 ans. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose après cet attentat, ou bien on va encore procrastiner pendant 40 ans ? Personnellement, je ne suis pas juriste et je reste persuadé que s'il y avait une solution facile, on l'aurait déjà trouvée. Donc je crains malheureusement qu'on reste avec ce problème sur les bras. Et cette difficulté, c'est dû à quoi ? La difficulté de faire évoluer une loi Mais, comme je disais, il y a le fait que lorsque vous avez une personne et que vous n'avez pas d'endroit pour la renvoyer, puisque soit son pays d'origine ne veut pas la reprendre, mais là il y a quelque chose à faire. Soit on a une personne dont on ne sait pas la nationalité, qui prétend être libyen, qui prétend être tunisien, et dont les pays d'origine disent non, ce n'est pas un Tunisien, ce n'est pas un Marocain. Donc vous vous trouvez avec une personne non identifiée par rapport à sa nationalité. Donc encore une fois, on ne sait pas mettre ces gens dans un placard et dire qu'ils n'existent plus. Vincent De Wolf, le politique sur ce plateau, du MR. Oui. Donc, moi, mon beau-père me disait toujours, Vincent, c'est quand c'est difficile qu'on reconnaît la valeur d'un homme ou d'une femme. Oui. Et donc, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Et tout à l'heure, je l'ai dit, c'est intolérable que des gens qui sont illégaux, soit, mais radicalisés, dangereux, hors de quitter le territoire, la démocratie a été respectée, ils ne peuvent plus rester, on ne sait pas les régulariser, ils doivent partir. Et c'est un enjeu majeur pour le monde politique aujourd'hui. En Belgique, il faut trouver la solution. Moi, je suis optimiste, je pense qu'on trouvera la solution. Je voulais juste dire un mot par rapport à mon voisin qui a parlé magnifiquement, je trouve, sur le plan psychologique et humain. Et n'oublions pas que ce choc-là, cette sidération-là, moi, je l'ai eu parfois dans des incendies où on m'appelle la nuit, des choses pareilles, mais les policiers et les pompiers, ils ont ça tout le temps. Et donc, ça mérite vraiment le respect parce qu'ils voient des choses. Quelqu'un qui se jette en dessous d'un train ou d'un métro, je ne vous explique pas, c'est terrible. Ils sont suivis justement par des psychologues, j'imagine. J'imagine aussi. Oui, quand un quotidien devient... Il y a une cellule spécifique qui existe effectivement à la police. On a fait beaucoup de progrès par rapport à ça, mais ça peut laisser des traces peut-être indélébiles, c'est pas ma compétence. Alors, l'histoire, je veux dire, l'actualité est toujours là. On apprend qu'Israël a frappé un hôpital de Gaza, on en parle déjà beaucoup. Oui, Pascal, le Hamas affirme qu'au moins 200 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur un hôpital de Gaza, une frappe condamnée par l'OMS, par la Turquie ou encore le Qatar qui a dénoncé un massacre. Israël attribue au djihad islamique la frappe ayant touché donc cet hôpital. La situation est tendue dans le pays. En Cisjordanie, par exemple, des heurts entre les manifestants et forces de sécurité palestiniennes ont éclaté. Et en Jordanie, des manifestants tentent en ce moment même de rentrer dans l'ambassade israélienne. Des informations évidemment qui seront bien évidemment à retrouver dans votre journal de 22h qui suit cette émission de Sylvie Poffet et dans vos émissions dès demain matin, Pascal. Merci Jeudi de nous avoir accompagnés avec nos invités pour ce débat de 2 heures. Très très riche en émissions spéciales. Très bonne soirée et nous on se retrouve demain comme d'habitude à 20h. Histoire interdite, les derniers secrets des nazis.